Mais on fait des améliorations. Et bon vent. Mais à côté de ça aussi, il y a certains partis politiques qui tirent leur beurre. Excusez-moi de l'expression, mais ça veut peut-être dire ça. Comment ça? On parle de Karim Meïssa Wade, on parle de Khalifa Ababacar Sall, qui quand même... pour la suppression de la CREI? Oui. Bon, pour la suppression de la CREI, Karim Wade et autres, Khalifa Ababacar Sall, par rapport à la modification. Karim Wade a été déjà jugé et condamné. Donc, toutes les affaires dans lesquelles il est impliqué, mais il y a le préjudice. Non, mais je veux dire, sont réputés et donc revêtus de la chose jugée. On ne peut pas le rejuger deux fois pour les mêmes faits. Oui. Donc, il n'a rien à craindre ou à gagner pour la suppression de la CREI. Mais oui, mais il voulait quand même qu'on lave son honneur. Oui, mais alors, on veut laver son honneur. Parlons-en. Et pourquoi on supprime la CREI au moment où, effectivement, on veut laver son honneur? Et vous pensez que... La révision, même si c'est au niveau de la Cour suprême, demain quand même, si la Cour suprême cassait la décision, il peut dire, bon, ok, il y a un aspect, je renvoie quand même devant la juridiction, la formation qu'il a jugée, pour revoir ou pour faire. Donc, on est en train de mélanger les choses, il n'y a pas de logique. Et pour quelle raison? En dehors de toute considération. Pour quelle raison, à votre avis? Mais ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent des anticipations rationnelles. Rationnelles. C'est ce que vous avez dit, on anticipe sur ce qui va venir, ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va venir, à votre avis? Écoutez, on a commencé la réduction des comptes, mais de toutes les façons, continuons dans la réduction des comptes. Lui, il a demandé à d'autres de rendre des comptes. Et d'ailleurs, je constate qu'avant son mandat, il n'est pas parti jusqu'à là au bout de sa logique. Parce qu'au moins aujourd'hui, ces histoires de révision, de réforme, dévoilent quelque chose. Quand je vous parlais de l'autorité de l'indépendance des parquets, n'oubliez pas que donc les anciens procureurs ont parlé. Donc c'est pour ça que je vous dis qui est le patron de qui. D'accord? Aujourd'hui, ce que ça nous révèle, du côté des politiques, c'est de la même manière qu'ils sont sortis pour dire qu'il faut étudier le cas de tel et de tel pour voir comment on peut les réhabiliter. Et ils ont taillé les lois sur mesure pour, soi-disant, les réhabiliter. C'est de la même sorte qu'il y a quelques années en avant qu'ils avaient peut-être fait effectivement donc la même analyse en disant comment on peut faire pour qu'ils ne participent pas aux élections. Alors, c'est déplorable. Aujourd'hui, le F24, quand même, qui devrait faire une manifestation, a été sommé de ne pas la faire. Qu'est-ce que vous entendez comment vous entrevoyez justement cette décision? Mais cette décision, on l'a vu, et en tant que telle, nous l'avons contestée devant la Chambre administrative de la Cour suprême, à travers deux procédures. Un recours en annulation pour demander d'annuler cette décision, mais surtout de la suspendre à bref délai pour que cette liberté puisse s'exercer. Pourquoi? Rapidement. Pour interdire cette manifestation, le préfet oppose au F24, ou en tout cas aux déclarants, parce que ce sont des membres du F24 en réalité qui ont déclaré, parce que le F24 n'a pas de personnalité juridique, ils disent qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Mais ce sont des motivations sommaires qui sont interdites en droit administratif. On ne peut pas utiliser des fiches ou en tout cas des motifs sommaires parce que tout simplement, quand l'autorité administrative restreint une liberté, il doit caractériser en droit et en fait pourquoi son interdiction est fondée. Il n'y a rien, il nous renseigne. Même pour la chambre administrative, il sera très difficile de contrôler parce qu'on vous met une ligne. Deuxième point, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent risque d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Vous entendez bien. Pourtant, la manifestation était projetée à la place de l'Obélisque, la place de la Nation. Cette place-là, mais ce n'est pas une manifestation itinérante qui va se déplacer à gauche, à droite. Même si vous voulez prendre part à la manifestation, mais vous serez filtré et vous devez franchir le cordon de sécurité et les barrières. Donc ça ne générait personne pour qu'on y tienne. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont décidé d'interdire la manifestation et ensuite ils ont cherché un motif pour rejeter. Et ça n'a pas de sens parce qu'on se rappelle, la dernière manifestation a été interdite, soi-disant que parce qu'il y avait la Tabaski qui venait. Sincèrement, entre nous, c'est pas à l'autorité administrative, c'est pas de son rôle, dans une république laïque quand même déjà,
de nous dire qui doit arrêter de faire ses activités politiques parce qu'il y a telle ou telle fête. Ça, c'est le premier point, même si la Tabaski est un événement important pour nous. Mais à supposer que c'était vrai d'une certaine manière, c'est pas au préfet de se substituer au cerveau des membres du F24 pour leur dire que cette date, elle est bonne, elle n'est pas bonne et tout ça. Maintenant que la Tabaski est passée, qu'on a fini de manger le mouton, ils reviennent sur les notions vagues qui ne veulent absolument rien dire. C'est pour ça, effectivement, que nous avons estimé que dans un premier temps, et on se réserve d'explorer d'autres moyens d'action, effectivement, politiques comme judiciaires, que nous avons contestés donc devant le juge administratif. Et on ose espérer que le droit soit réalisé. Le cas Ousmane Sonko, qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, est-ce que vous sentez une volonté du pouvoir de l'empêcher d'être candidat, comme certains le soulignent? Pour ne rien vous dire, qu'est-ce que ça m'inspire quand vous évoquez Ousmane Sonko, ses détentions arbitraires? C'est un homme de droit qui parle, un praticien et un théoricien. Et vous, journaliste, la détention arbitraire doit vous rappeler des figures de ce pays. Karim Wade, groupe de travail de l'ONU, détention arbitraire, Khalifa Sall, donc au cours de justice de la CEDEAO, et aujourd'hui Ousmane Sonko. Quel est le dénominateur comme Parce que les deux constituaient une menace pour le président sortant en 2019. Il faut reconnaître. À tort ou à raison, il estimait qu'ils étaient en mesure d'être gênants ou remporter l'élection. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, et de manière manifeste, on a assiégé son domicile. Je ne parle même pas du dossier d'une certaine manière. Assiégé son domicile pendant plus d'1 mois, sans qu'on puisse lui notifier un quelconque régime juridique valable sous lequel il est placé. Vous pensez que c'est acceptable? C'est pas acceptable. Donc maintenant, est-ce qu'il pourra participer? Tout dépend, comme je dis, de l'issue des procédures aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que Macky Sall est dans une situation où il ne sait même plus quoi faire du dossier Ousmane Sonko. Et pourquoi? Et parce que tout simplement, des fois effectivement, les plans, tu peux les projeter, mais tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui ne se passe pas, parce qu'il n'avait pas pris en compte que peut-être il y avait un peuple sénégalais qui pouvait sortir et manifester de manière qu'on déplore, qu'on a vu d'une certaine manière. De manière violente, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Est-ce que c'est pas justement ça qui coûte cher à Sonko? Non, c'est pas ça qui coûte cher à Sonko. Vous savez, le pouvoir, ce ne sont pas seulement... Vous savez, la plupart des Sénégalais, je fais un parallèle avec les questions de terrorisme. Il y a une sorte de trauma collectif. Vous savez, les Sénégalais, même quand ils entendent les 24 dire qu'ils organisent des marches, ils disent « Ah non, faut arrêter, faut pas commencer ». Alors que les rassemblements du F24 sont pacifiques, ils n'ont rien... Mais ils ont vécu une violence, un déchaînement de violence spontanée, incontrôlée et inimaginable qu'aujourd'hui, les gens ils ne se sont pas encore remis. Et c'est valable pour les tenants du pouvoir. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils ont été traumatisés. Parce que, finalement, aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il y a ce qu'on appelle, ce que j'analyse comme étant une abstention prudentielle du pouvoir qui assiège Sonko, qui n'ose pas donc l'arrêter, mais qu'ils ne veulent pas non plus qu'il sorte. Mais de toutes les façons, cette situation ne va pas durer. Alors, vous avez un timing par rapport à cette situation qui ne devrait pas durer? Mais ce timing, ce sont les Sénégalais qui vont le déterminer. Et aujourd'hui, Macky Sall a appelé les Sénégalais, comme vous l'avez dit. Tout à l'heure, il renonce au mandat. Le motif avancé, c'est la paix et la stabilité. Macky Sall, aujourd'hui, c'est lui le tenant du pouvoir. Il est le maître du jeu. C'est de son comportement que dépendra les moyens d'action du peuple sénégalais d'une certaine manière. S'il est véritablement un pacifiste, comme il le dit, qu'il le démontre. Il ne suffit pas seulement d'appeler à la paix. Il faut poser des actes de nature à consolider. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'apaisement, de paix. Mais il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans vérité. On ne peut pas accepter, dans un état de droit, qu'on assiège quelqu'un de manière illimitée. Je vous donne un exemple. Même les personnes qui avaient été arrêtées à la suite des attentats du 11 septembre, les présumés organisateurs
des attentats contre les tours, mais ils ont été placés sous un régime juridique. À Abu Ghraib, mais les prisonniers en Irak, mais ils sont placés sous un régime juridique. On ne peut pas comme ça vous dire qu'on vous arrête, on vous bloque de manière illimitée. Depuis l'Antiquité romaine, toute privation de liberté, il est limité dans le temps et dans l'espace. Et comme disaient les révolutionnaires anglais, parce que c'est là où c'est né, au Royaume-Uni, habeas corpus, vous êtes un corps. Nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Absolument. Alors, un dernier point, vous êtes dans un combat quand même, celui de la CPI, où il y a eu des événements, et vous êtes toujours dans cette dynamique? Mais écoutez, déjà, il y a deux choses. Il faut garder à l'esprit l'essentiel, la raison d'être de la CPI. La CPI, elle n'a pas été créée pour compter des morts et des cadavres. Dans un premier temps, la première vocation de la CPI, c'est la vocation préventive et dissuasive. Donc c'est pour ça que je dis, il ne fallait pas attendre qu'on ait des milliers et des milliers de morts, on ne le souhaite pas, pour saisir la CPI. Donc la saisine de la CPI n'est pas précoce. Deuxième chose, c'est la CPI a été saisie de la situation au Sénégal parce que le statut le prévoit. Contrairement à ce que disent certains, c'est pas... Mais certains disent que c'est de la fanfaronnade. Non. Vous voulez l'avis de l'expert, je vous dis une chose. Qui parle de son confrère. Oui, non, mais je parle, mais je veux dire, je vous dis une chose. Toute la vérité sur la CPI, si vous voulez la connaître, en toute objectivité scientifique, neutralité scientifique. Moi, j'ai commenté l'article 13 du statut de la Cour pénale internationale. C'est le premier ouvrage financé par la francophonie qui avait été rédigé pour expliquer aux avocats, aux magistrats et aux étudiants comment faut comprendre le fonctionnement de la CPI. Cet ouvrage était présidé par Philippe Kirsch, qui est l'ancien président de la Cour suprême canadienne et qui est devenu le premier président de la CPI que je connaissais. Avec un autre co-directeur, c'était Robert Badinter, garde des Sceaux, ancien garde des Sceaux de François Mitterrand. Donc, il faut autorité. Quand on a écrit dans un ouvrage et qu'on fait des commentaires et que c'est validé par le président qui était en exercice de la CPI, donc ça veut dire qu'on n'a pas tout dit parce qu'il y avait un comité scientifique. Moi, j'ai expliqué l'article 13, l'exercice de la compétence, comment la CPI peut être actionnée par un État membre. Vous l'avez eu, un État membre, il y a des États qui ont déféré des situations qui se sont faites. C'est-à-dire, demain, par exemple, je vous donne un exemple, s'il y a un changement de pouvoir, le président qui arrive au mois, le 2 avril, peut saisir la CPI. Au soir même, il peut faire comme Ouattara a fait pour Gbagbo, en disant que je demande le déferment de tel président devant la CPI parce que il me semble qu'il y a des situations qui relèvent de crimes contre l'humanité. Première chose, pour vous dire que ce n'est pas un jeu, on peut dire ce qu'on veut, bon, si ça les rassure, non, si ça peut rassurer, laissons-le. Ça, je vous dis, ben, je vous parle en toute objectivité. Oui. Deuxièmement, on dit le nombre de morts. Mais Patrice, parlons-en. Vous avez entendu parler du mandat d'arrêt international contre le président Uhuru Kenyatta, qui était en exercice, le président du Kenya, avec son vice-président William Ruto, qui était attiré devant la Cour pénale internationale, même s'ils ont été innocentés après. Mais ces personnes-là étaient mises en cause pour les violences électorales de 2007. Il y avait à peu près 1200 victimes. Ici, si vous prenez le nombre de et les nombres de victimes pour les événements récents en juin, mais on n'est pas loin de 2000. Et je vous dis, quand on parle de victimes, les mots ont sens et une signification. Une victime en droit, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est mort. C'est aussi des personnes qui sont victimes d'atteinte à l'intégrité physique et corporelle qui ont été blessées. Ce sont les gens qui ont été détenus arbitrairement, abusivement d'une certaine manière. Ce sont les actes de torture qui ont été relevés. Et donc, qui peut aujourd'hui raisonnablement ou objectivement me dire que ces personnes-là, cette masse critique-là n'est pas analysable? Je vous donne un autre exemple qui confirme cela. Oui, c'est en Guinée. En Guinée, vous l'avez vu,
donc le stade, l'assassinat qu'il y avait eu, le procureur de la CPI avait été saisi et finalement, effectivement, ils ont enquêté, ils ont vu que les autorités guinéennes faisaient des actes pour juger. Tout cela pour vous dire que tout dépendra de la manière dont ils vont traiter les dossiers. La CPI a une compétence secondaire, c'est-à-dire subsidiaire. Ne sera compétent pour juger les crimes commis au Sénégal que si et seulement si le Sénégal ne fait rien pour les juger. Maintenant, s'ils veulent effectivement que la CPI ne soit jamais compétente, mais en toute vérité, il faut qu'ils ouvrent les procédures. Maître Abdoulaye Tine, merci. Merci Patrice. Mesdames et